Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo donc sur GeoBiologia. Je vais vous parler des secrets de l'eau aujourd'hui, en rapport avec le livre que j'ai écrit, donc qui date de 2010. Ce livre, c'est celui-ci, Les secrets de l'eau, qui avait été écrit dans le cadre des éditions Terre de Lys. Alors peut-être pourquoi je parle et je peux parler du sujet de l'eau, c'est parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'eau et notamment dans le domaine de l'eau vivante au sein de la société Terre de Lys. Et c'est vrai qu'au sein de cette société, eh bien, j'ai étudié l'eau sous tous ses aspects et principalement sous son aspect de la qualité énergétique et vitale. Peut-être que je vais vous faire un plan des thèmes que je prévois d'aborder dans cette vidéo. Déjà, je vais aborder donc le sujet de pourquoi il est important de faire des recherches sur l'eau et notamment pourquoi rechercher sur l'eau vivante. Ça a été notamment le thème du livre. Dans ce cadre-là, je parlerai de la notion de l'eau vivante et de quand elle date, cette notion de l'eau vivante. Je parlerai de différentes recherches, notamment des recherches de Marcel Violet, qui a été l'un des premiers à aborder ce sujet de l'eau vivante sous un aspect scientifique. Je parlerai de Rodolphe Lavinet, qui est un peu le pionnier des recherches des biophotons dans le cadre de la qualité de l'eau. J'évoquerai les différents paramètres de l'eau, avec notamment les paramètres biologiques, les paramètres chimiques, les paramètres énergétiques et les paramètres informationnels. J'aborderai quelques recherches contemporaines sur l'eau qui viennent allier cette notion de l'eau vivante avec une notion vibratoire, telle que la bioélectronique de Vincent. Je parlerai des états polymères de l'eau et de ses biophotons. J'évoquerai le sujet de pourquoi aujourd'hui il est nécessaire d'améliorer l'eau et sur quels aspects. Est-ce qu'on est obligé d'améliorer l'eau sur ces aspects oligo-éléments? Est-ce qu'on a besoin de filtrer la qualité de l'eau? Est-ce qu'on a besoin de traiter par rapport aux pollutions chimiques et aux molécules complexes? Et est-ce qu'on a besoin de traiter par rapport à la qualité vitale ou vivante de l'eau? Et à la fin, donc, j'aborderai aussi les sujets du revitaliseur pourquoi on a besoin de revitaliser l'eau énergétiquement. Donc voilà un peu l'ensemble des thèmes que j'ai prévu d'aborder et qui se retrouvent d'ailleurs dans le livre Les secrets de l'eau. C'est un petit peu le plan de base. Donc déjà cette notion de pourquoi faire des recherches sur l'eau vivante. Parce que l'eau vivante, ça ne coule pas de source, comme on peut se poser la question. Il faut savoir que les premières eaux qui ont été mises en bouteille, eh bien, les chercheurs, les pharmaciens qui les ont mises en bouteille se sont rendus compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes qualités à la source que les qualités qui étaient embouteillées. Et notamment, il y avait une spécialité dans les années 1880, 1900, jusque dans les années 1940, qui était la spécialité des eaux thermales, où on venait conseiller les personnes par rapport à des sources thermales. On envoyait les personnes faire des cures, et selon les problèmes qu'ils avaient, ils allaient auprès de telle ou telle source. Il faut savoir que les pharmaciens se sont dit assez rapidement, mais si on pouvait ramener plutôt les eaux dans les officines pharmaceutiques et les distribuer au comptoir, eh bien, il y aurait peut-être plus de facilité pour les personnes plutôt que d'aller faire le voyage. Imaginez que vous devez aller à Volvic ou à Vittel, en fait, spécialement pour avoir de cette eau-là et faire une cure. Et si on vous dit demain, ben voilà, vous pouvez l'avoir, cette eau, dans une bouteille directement auprès de la pharmacie du coin, eh bien, le voyage coûte beaucoup moins cher, et donc c'est ce que les pharmaciens ont fait dans un premier temps. Seulement, assez rapidement, il y a des observations qui montrent que les eaux embouteillées n'ont pas du tout les mêmes vertus, les mêmes bienfaits
que lorsqu'on fait des cures directement à la source. Et d'ailleurs, il y a une grande opposition jusqu'à ce qu'il y ait même des recherches qui ont été faites, qui ont permis de valider le fait que les résultats à la cure étaient 10 fois ou 100 fois supérieurs que ceux qu'on avait dans les eaux embouteillées. Donc à partir de là, on a arrêté de vanter les vertus des eaux en bouteille, on a continué, et là dans ces cas-là, ce n'a plus été les pharmaciens qui ont proposé les eaux, mais on a continué parce qu'il y avait certaines qualités qu'on pouvait garantir dans les eaux embouteillées, ce qu'on ne pouvait pas forcément à l'époque. Donc on garantissait comme ça une certaine qualité de l'eau, mais on savait très bien qu'on avait perdu la qualité vitale et vivante de l'eau. Donc à partir de cette observation, quand on connaît l'histoire de l'eau, eh bien on peut se dire que ça devient important de comprendre pourquoi et comment les eaux deviennent vivantes. Et à partir du moment où on comprend le pourquoi et le comment, on peut se poser même la question, est-ce que les eaux qu'on a aujourd'hui chez nous, on ne pourrait pas les rendre à nouveau vivantes, leur redonner des vertus, leur redonner des bienfaits qu'elles avaient à l'origine, mais qu'elles ont perdus parce qu'elles ont été mises en bouteille, ou tout simplement ce qui a été observé également, c'est que quand on met ces eaux donc sous pression dans les robinets, eh bien, elles perdent assez rapidement des bienfaits, même si on a des eaux de très bonne qualité minérale qui sont à la sortie du robinet, eh bien, certains paramètres se modifient, et ces paramètres font qu'on n'a plus tous les bienfaits de l'eau, toutes les vertus thérapeutiques et bénéfiques qu'on pouvait avoir au départ. L'une des premières personnes à s'intéresser à ce sujet de l'eau vivante, c'est notamment Marcel Violet. Marcel Violet qui va faire un ensemble d'expériences, notamment, eh bien, il va fabriquer de l'eau en mélangeant de l'hydrogène, de l'oxygène, il fait la réaction chimique qui permet la production de l'eau, et à partir de cette eau pure qu'il a créée, eh bien, il va mettre des alevins, c'est-à-dire des larves de poissons, notamment de truites. Il met ces alevins donc dans l'eau et il observe leur croissance. Et là, il se rend compte que les alevins dans de l'eau qui est fabriquée artificiellement ne survivent pas. Donc à partir de là, il se pose un certain nombre de questions et il se dit, dans un premier temps, peut-être que ce sont les oligo-éléments qui manquent dans l'eau. Et il va faire une série de recherches, il va rajouter des oligo-éléments, puis après il pense que ça peut être l'oxygène qui manque dedans, donc il va rajouter de l'oxygène, il va aérer l'eau, il va la mettre dans des batteurs pour la faire passer en rapport avec de l'air, pour qu'il y ait de l'air qui s'inclut à l'intérieur de l'eau. Il va faire un ensemble d'expériences dans lequel, eh bien, il a toujours les mêmes résultats. Ces alevins décèdent au bout de quelques jours et ne peuvent pas vivre dans ces eaux artificielles. Un jour, toutefois, il a une expérience, il laisse un pot d'eau qu'il vient de fabriquer sur son bureau, et comme il avait un ami qui arrivait à ce moment-là, il part manger. Il revient par la suite, il refait l'expérience, mais une expérience qui a déjà raté, donc il se dit, il n'y a pas de problème, je vais avoir encore mes alevins qui vont mourir au bout de quelques jours, et seulement 2 ou 3 jours plus tard, eh bien il se rend compte que ces alevins survivent. Et là, il se pose des questions, qu'est-ce qui a permis la qualité de l'eau, qui a permis quelque chose, comme si une énergie vitale se retrouvait dans l'eau, qui n'était pas présente auparavant. Et qu'est-ce qui avait fait que cette énergie vitale était là? Et il s'est rendu compte que c'est le fait d'avoir laissé ce pot d'eau, notamment en rapport avec les rayons de lumière du midi solaire. Il avait également recouvert ce pot d'une membrane en cuir. Eh bien, il a conclu que la membrane en cuir exposée au soleil avait émis un rayonnement biologique qui s'était retrouvé au sein de la structure de l'eau. Et à partir de là, il va commencer à créer des appareils, dans un premier temps sur cette idée simple, puis dans un deuxième temps avec cette idée d'une énergie biologique et vitale. Il va créer une sorte d'accumulateur,
puis il va créer un ensemble de systèmes de plus en plus complexes qui vont permettre d'introduire dans l'eau cette énergie vitale et de retrouver cette qualité de l'eau, cette qualité vitale de l'eau. Un peu à la même période, on a un autre chercheur qui s'appelle Rodolphe Lavinet, qui est né en 1901 et qui est mort en 1973. Rodolphe Lavinet, a cherché également sur la qualité de l'eau, et lui est parti sur une idée qui est un petit peu différente et complémentaire, c'est que les eaux habituellement qui tombent sous forme de pluie sont exposées en haute atmosphère, soit par les rayonnements cosmiques, soit par les rayonnements solaires, les photons, soit par les éclairs qu'on va retrouver au sein des nuages. Et une chose particulièrement le marque, c'est que très souvent l'eau d'orage a des vertus importantes sur la croissance des plantes, ce qui fait que lorsque on va avoir de l'eau d'orage qu'on récupère dans des cuves, qu'on utilise rapidement cette eau d'orage pour arroser des plantes, des salades, etc., on se rend compte que la croissance de ces plantes, de ces salades, est activée grâce à cette eau d'orage. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette eau d'orage qui permettait d'avoir un développement particulier au niveau végétal. Aujourd'hui, on sait que notamment l'orage vient fixer de l'azote et qu'on va avoir un certain nombre de composés d'azote qu'on retrouve notamment dans les engrais et qui permettent d'avoir cette action. Rodolphe Lavinet part d'une autre idée et il se dit que c'est peut-être les éclairs qu'on va retrouver qui forment en fait une source lumineuse et électrique importante au sein de l'eau, qui va activer quelque chose dans l'eau et qui va développer cette énergie vitale et biologique au sein de l'eau. Et donc il va commencer à développer des systèmes qui font des arcs électriques, qui vient soumettre cette eau, et il a de très très bons résultats parce qu'il va retrouver des effets similaires à l'excès de croissance des salades et des plantes grâce à cette eau préparée par un appareil qu'il avait mis au point. Il aura mis au point un ensemble d'appareils dont un de ces appareils s'appelait le GERB, c'est-à-dire le générateur d'énergie biologique, d'énergie et de rayonnement biologique, GERB. Et c'est vrai que cet appareil a eu de très très bons résultats au niveau végétal et dans d'autres domaines. Et il s'est dit aussi, peut-être qu'on peut obtenir des résultats similaires en soumettant à la lumière avec des biophotons sur des longueurs d'onde qui sont très particulières. Lui va mesurer en fait une longueur d'onde de 22 cm, donc autour des 22 cm, qui va être pour lui très importante et qui correspond à 1,36 GHz. Et donc il va fabriquer des générateurs sur cette fréquence de 1,36 GHz, soumettre de l'eau à ce type de générateur, ou travailler aussi avec des lampes lumineuses qui vont émettre des biophotons qui sont en rapport avec ces longueurs d'onde et ces fréquences-là, et il va obtenir, au travers de ces trois biais différents, des résultats assez importants. Que ce soit chez Marcel Violet ou chez Rodolphe Lavinet, les deux appareils qui ont été, les différents appareils plutôt même qui ont été mis au point, puisque Marcel Violet a mis au point une série d'appareils, dont un appareil qui permettait d'obtenir des oligo-éléments particuliers au sein de l'eau. Rodolphe Lavinet aussi. Les deux vont arriver à la conclusion qu'il y a une énergie biologique qui est très importante, qui doit se retrouver au sein de l'eau et qui amène en fait une vitalité. Cela dit, les appareils mis au point par Marcel Violet et par Rodolphe Lavinet sont relativement complexes. Ils demandent à être branchés sur le courant, ils demandent à être entretenus régulièrement. Mais ils montrent aussi l'importance et la différence
par rapport à la santé de l'homme, notamment au niveau des recherches de Marcel Violet et de Rodolphe Lavinet. Ils vont développer des eaux thérapeutiques, guérisseuses, bénéfiques sur la santé, et avoir de très très bons résultats par rapport aux personnes qui vont l'utiliser par la suite. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations et d'autres également dans le livre Les secrets de l'eau. Donc n'hésitez pas à le commander, vous pouvez le commander auprès de alchemia.fr. Vous allez sur le site Alchemia et vous allez voir le livre. Et donc ce livre en fait est disponible sur la boutique de alchemia.fr. J'aborde la suite en fait, puisque il faut savoir que ces recherches sur l'eau que nous avons fait dans le cadre de Terre de Lys avaient un but principal, c'était d'une part de comprendre la vitalité de l'eau et de proposer aussi des produits ou une démarche, une recherche, une approche qui permettent d'avoir l'eau de meilleure qualité qui soit par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Et ça ramène en fait aussi à des sujets qui sont abordés dans le livre, c'est-à-dire que pour l'eau, eh bien on peut concevoir qu'il y a plusieurs paramètres importants. On peut parler de paramètres biologiques. Parmi ces paramètres biologiques, en fait, on va retrouver notamment des eaux qui peuvent être perturbées avec des virus ou avec des bactéries ou avec un ensemble de micro-organismes toxiques qui peuvent se développer au sein de l'eau. Donc, cet aspect en fait des paramètres biologiques est aujourd'hui assez contrôlé parce qu'à partir du moment où vous avez de l'eau embouteillée, eh bien, on essaye de garantir le fait qu'il n'y a pas de développement possible de micro-organismes toxiques au sein de l'eau, même de micro-organismes de façon générale. Parce que c'est vrai qu'on peut parler aussi dans certains cas de micro-organismes bénéfiques et positifs, notamment dans certaines recherches comme dans les recherches de l'eau de Quinton, eh bien on se rend compte qu'il peut y avoir des micro-algues ou des micro-bactéries, des micro-éléments qui peuvent favoriser le bien-être au niveau de la santé. Et ça, ce sont certaines recherches qui sont contemporaines par rapport à ce sujet et qui montrent en fait qu'eh bien, on peut avoir des micro-organismes bénéfiques et positifs et donc il ne faut pas enlever tout le vivant au sein de l'eau. Hein, d'ailleurs, une des grosses problématiques aujourd'hui sur les eaux de Quinton, c'est que dans le cadre des législations françaises principalement, eh bien, on est obligé d'enlever pratiquement tous ces micro-organismes et de faire en sorte qu'il n'y en ait plus, soit par un traitement chimique, soit avec des chlorures ou avec d'autres oligo-éléments qui viennent détruire ces bactéries positives qui peuvent être présentes, soit avec des rayonnements ultraviolets ou autres, qui vont permettre de détruire les bactéries ou les virus qui pourraient être présents au sein de l'eau. Donc ça, c'est un premier paramètre, et ce paramètre aujourd'hui, on va dire par la législation française et européenne, eh bien, ce paramètre est relativement bien maîtrisé. Un deuxième paramètre qui vient au sein de la qualité de l'eau, c'est ce qu'on pourrait appeler le paramètre chimique. Et qu'est-ce que c'est que ce paramètre chimique? C'est le fait qu'on pourrait avoir au sein de l'eau la présence d'un certain nombre de molécules chimiques qui sont indésirables. Je pense par exemple ici aux résidus de pesticides. Eh bien, il faut savoir que dans certaines régions, quand on a beaucoup de traitements dus à l'agriculture, et notamment avec des traitements qui sont par des méthodes industrielles, eh bien, on va retrouver au sein de l'eau un certain nombre de molécules qui sont persistantes. Il faut savoir que dans les années 2000, 2010, il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites en Allemagne
et qui ont montré que les systèmes de traitement de l'eau n'étaient pas du tout prévus par rapport à ces molécules, et ce qui fait qu'on va retrouver un certain nombre de molécules présentes dans l'eau malgré tout, et qu'on a été obligé de modifier la législation, d'augmenter les pourcentages, on va dire, admissibles dans certaines régions par rapport à certaines molécules qui sont potentiellement toxiques. Donc on sait aujourd'hui que le paramètre chimique de l'eau n'est plus tout à fait le même, n'est pas aussi bien contrôlé, et c'est pareil pour les eaux qui sont embouteillées, étant donné qu'aujourd'hui, eh bien, on utilise très peu de bouteilles en verre et beaucoup de bouteilles en plastique. Pendant un temps, on a eu beaucoup de résidus de bisphénol, notamment les bisphénols A, qui pouvaient être quantifiés dans l'eau. Il y avait par exemple des études qui ont été faites par Santé Canada et qui montraient que notamment l'été, parce que l'été les bouteilles d'eau sont soumises à certaines températures, eh bien on a une augmentation de ces bisphénols A au sein des bouteilles d'eau. Alors depuis les années, on va dire 2015-2010, eh bien, la législation a aussi évolué, ce qui a fait qu'on a une modification des composés plastiques, et ce qui a permis de réduire drastiquement la quantité de ces bisphénols A. Cela dit, il reste quand même, sur la plupart des bouteilles d'eau, des éléments de résidus à l'état de trace, et donc on sait aussi que ces paramètres biologiques ou ces paramètres chimiques ne sont pas tout à fait respectés donc par rapport à la qualité de l'eau, même si aujourd'hui il y a beaucoup de mieux, d'autant plus qu'on utilise des plastiques, on va dire, avec un pourcentage important de matière végétale et non plus de résidus d'éléments de pétrole. Donc, ce qui permet de diminuer aussi la quantité d'éléments toxiques au sein des plastiques. Malgré tout, donc que ce soit en fait avec les résidus de pesticides, les éléments de plastique et aussi en fait, eh bien, les médicaments, puisque la plupart des personnes rejettent les médicaments au sein de l'eau. Il faut savoir que par exemple quand vous avez un flacon et que vous nettoyez ce flacon dans lequel il y a eu un sirop pharmaceutique et que vous versez en fait, eh bien, ce flacon au sein de votre évier, vous relâchez une certaine quantité de molécules chimiques, pharmaceutiques, et ces molécules, parce que nos systèmes de traitement de l'eau au niveau des usines de traitement de l'eau ne gèrent pas ce type de molécules, eh bien, peuvent se retrouver dans les circuits d'eau, et on va se retrouver comme ça avec un certain nombre de molécules, de médicaments chimiques qui peuvent être présents à l'état de trace, voire dans des quantités parfois un petit peu plus importantes selon les régions. Eh bien, ces molécules ne sont pas anodines, et tout ça fait que les paramètres chimiques de l'eau ne sont pas complètement gérés, ne sont pas complètement neutres. Un autre paramètre qu'on va retrouver au sein de l'eau, c'est le paramètre énergétique. C'est-à-dire que l'eau, dans notamment un certain nombre d'études montrent qu'elle a une certaine qualité vitale, une qualité énergétique qui va interagir avec les cellules, qui va interagir avec l'organisme et qui va faciliter la construction et la reconstruction, le fonctionnement de l'organisme. Donc ce domaine, on va dire, de l'aspect énergétique n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans le cadre de la qualité de l'eau, et ce domaine de l'énergie vitale de l'eau est complètement laissé de côté. Il n'y a aucune étude, aucun paramètre. Il faut savoir que dans le cadre de la recherche sur l'eau, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les laboratoires de physique de l'eau de Moscou il y a des années maintenant. Ça devait être en 2016 ou 2017. Eh bien, dans ces laboratoires, à l'époque, les chercheurs nous disaient, mais nous, ce paramètre énergétique au niveau de l'eau, on est en train de mettre en place des choses pour que, au sein de Moscou, de la ville de Moscou et d'un certain nombre de villes,
eh bien, on puisse garantir aussi ce paramètre énergétique, ce paramètre vivant et vital sur la qualité de l'eau. Et on pourrait parler d'un autre paramètre encore, qui est le paramètre informationnel de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, selon ses molécules, c'est la façon dont les molécules s'agglutinent entre elles, peut emmagasiner une sorte de message, j'allais dire informatique ou énergétique, et ce message peut être redistribué par la suite. C'est un peu le cadre qu'on retrouve dans le cas de l'homéopathie, hein, et il faut savoir qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont intéressés à ces sujets. Je pense notamment au professeur Jacques Benveniste, euh, ou donc à d'autres chercheurs qui ont validé, Guy Montagnier notamment, qui a permis de valider les recherches qui avaient été faites par Jacques Benveniste et de montrer qu'il y avait tout à fait une réalité dans ce paramètre informationnel au sein de l'eau. D'ailleurs, dans le cadre de mes recherches sur l'eau, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises donc le docteur Jacques Benveniste, et je dois dire en fait que la première fois que j'ai échangé avec lui, je me suis presque fait disputer en fait parce que bon, on était sur un salon bio à Genève. Lors de ce salon bio, en fait, non, je crois que c'était à Lausanne, à Mednat, à Lausanne. Lors de ce salon bio, en fait, eh bien, donc on a pu échanger avec Jacques Benveniste, et moi la première des choses que j'ai dit mais c'est formidable ces recherches sur la mémoire de l'eau. Et là tout de suite Jacques Benveniste m'a repris en fait de façon un peu ferme en me disant non, mes recherches ne sont pas sur la mémoire de l'eau, et en exprimant clairement que c'était plutôt en fait sur un message électromagnétique au sein de la structure des molécules chimiques ou des molécules d'eau qui étaient au sein du liquide, et que ces recherches en fait eh bien visaient à montrer que les molécules d'eau s'organisaient en fonction de ce message électromagnétique et qu'elles étaient capables de retransmettre ce message électromagnétique. C'est comme si on avait un message électromagnétique qui était engrammé au sein de l'eau. Alors c'est vrai que j'ai compris par la suite, en discutant avec lui et en discutant avec d'autres personnes, il avait été un peu choqué et perturbé par le fait qu'un journaliste vienne dans son laboratoire et veuille simplifier, on va dire à l'extrême, pour rendre accessibles les informations qu'il transmettait, et ces recherches, il les avait caractérisées sous le sujet de la mémoire de l'eau, et que cette idée de mémoire de l'eau, en fait, avait créé un ensemble de polémiques au niveau scientifique, et ce qui fait, en fait, que pour lui, il associait cette idée ou cette image de la mémoire de l'eau à une image avec une connotation négative. D'ailleurs, dans le cadre de Terre de Lys, on a pu travailler, échanger un peu avec Jacques Benveniste par la suite dans le cadre des recherches, puisque la société Terre de Lys était tenue par mon père, et que la plupart en fait des produits sont des brevets que mon père a développés, mais aussi au contact d'un certain nombre de chercheurs, dont le professeur Benveniste, mais aussi le professeur Lu, le docteur Jeanne Rousseau, et un certain nombre d'autres personnes qui ont permis de donner des idées à mon père dans le cadre de ses propres recherches. Pour revenir en fait sur l'aspect des paramètres liés à l'eau, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de paramètres qui sont plus ou moins maîtrisés dans le cadre du domaine de l'eau, les paramètres biologiques, les paramètres chimiques, mais d'autres paramètres comme les paramètres énergétiques et les paramètres informationnels sont plutôt mis de côté.
Dans le livre également, j'aborde le sujet d'un certain nombre de recherches contemporaines qui permettent d'avoir une vision un peu plus large sur le domaine de l'eau, notamment les recherches du professeur Louis-Claude Vincent, qui a développé la bioélectronique de Vincent. Donc dans le cadre de la bioélectronique, l'idée était de comparer des paramètres physiques qu'on retrouve au sein de l'eau, des paramètres en fait qui sont faciles à déterminer, à mesurer avec des appareils techniques, où on peut faire des mesures rapides en quelques minutes, comme la mesure du pH, comme la mesure de l'électronégativité au sein de l'eau, comme la mesure de la conductivité de l'eau. Ça, ce sont des mesures en fait qui sont fixes, mais il faut savoir que par exemple, la conductivité de l'eau varie en fonction des oligoéléments qu'on va avoir au sein de l'eau. Il faut savoir que l'acidité, en fait, eh bien, va avoir aussi une influence sur les oligoéléments et sur on n'a pas les mêmes oligoéléments selon tel paramètre d'acidité. Et pareil, on n'a pas non plus de développement de virus et de bactéries de la même façon selon l'acidité du milieu liquide. Et c'est pareil aussi en rapport avec ce paramètre d'électronégativité. Donc en croisant ces trois paramètres, eh bien ça permettait de déterminer ce que le professeur Louis-Claude Vincent a appelé un bioélectronigramme et de caractériser la qualité de l'eau. Et c'est vrai qu'au travers de ces recherches, eh bien, Louis-Claude Vincent a démontré qu'il y avait un lien entre la qualité de l'eau et certaines pathologies, certains virus, certaines bactéries qui pouvaient se développer. Ça, je renvoie les personnes à la lecture du livre, en fait, pour avoir un peu plus de détails sur ces éléments. J'ai fait également d'autres conférences dans lesquelles j'ai un peu plus abordé ces principes de la bioélectronique de Vincent, mais c'est assez intéressant parce que ces approches permettent de faire des liens entre la qualité, j'allais dire, vitale, énergétique et la structure de l'eau. Ça montre en fait que quelque part il y a une sorte d'interdépendance, de lien entre les bienfaits que peuvent nous apporter les eaux et leur structure, leur organisation, leur qualité. D'ailleurs, parmi les études que Louis-Claude Vincent a fait, il a pris de l'eau qui sort directement de certaines sources. Au niveau de ces sources, en fait, eh bien, il a mesuré le potentiel d'électronégativité, ce qu'on appelle le RH2 dans le cadre de la bioélectronique de Vincent, et il a montré en fait qu'on avait un milieu avec beaucoup d'électrons libres, un RH2 en fait qui va être assez élevé. On va retrouver en fait, eh bien, dans les eaux qui ont été embouteillées, au bout de quelques jours, une chute de ce RH2. Le RH2 diminue, c'est-à-dire en fait que les électrons deviennent de moins en moins disponibles, biodisponibles, on pourrait dire, au sein de l'eau. Ça montre un changement d'organisation des molécules au sein de l'eau, et ça vient conforter ou confirmer des recherches qui ont été faites précédemment et expliquer pourquoi, par exemple, les eaux embouteillées qu'on va retrouver au niveau des sources, quand on les met en bouteille, au bout de quelques jours, elles perdent de leur bienfait et de leur qualité. On peut aussi parler de recherches qui viennent un peu dans cette continuité au travers des états polymères de l'eau. Et là, il faut savoir qu'on a eu en France, on a eu la chance d'avoir un grand spécialiste de cette structure. Alors, on appelle ça état polymère, mais c'est pas vraiment en fait ce qu'on pourrait appeler des polymères sous l'aspect chimique en tant que tel. C'est le fait en fait qu'on va avoir des liaisons extravalentes qui créent des chaînes de molécules d'eau, des petits groupes de molécules d'eau, où on va retrouver des paquets qui se forment, et selon ces paquets de molécules d'eau qui se forment, on va avoir des qualités vitales qui sont différentes. Alors c'est vrai que j'ai prévu un petit schéma donc que je vais vous montrer donc juste ici. Donc ça, ce sont les recherches notamment qui ont été faites grâce au professeur Lu, professeur Danving Lu.
donc qui a été directeur du laboratoire de physique de l'eau de Montpellier. Et au sein de ce laboratoire, il a montré qu'il y avait vraiment un lien entre la qualité vivante de l'eau, les bienfaits que l'eau peut nous apporter et sa structure et les différentes liaisons qu'on va avoir. Et principalement, on a tendance à nommer 5 structures principales qu'on appelle la structure monomère, la structure dimère, trimère, quadrimère et la structure pentamère. Il faut savoir que la structure dans laquelle en fait on a le plus de développement et le plus de bienfaits pour le vivant, c'est la structure qu'on appelle trimère, et la structure en fait pentamère est l'une des structures en fait les moins bénéfiques au niveau du vivant. Et il faut savoir aussi que quand on a des oligo-éléments, quand on va vers la structure trimère, on tend vers ce qu'on appelle un état colloïdal qui donne une meilleure assimilation des oligo-éléments, alors que quand on va vers l'état pentamère, en fait, eh bien, on n'a plus cette structure et on n'a plus tous ces bienfaits que l'eau peut nous apporter. Et là, chose aussi intéressante, quand on fait en fait eh bien, des mesures avec une spectrométrie Raman laser donc de la structure de l'eau, eh bien on voit que l'eau qui sort de la source a une structure où on va avoir majoritairement ces molécules sous un état trimère, alors que quand on met dans une bouteille cette eau, eh bien au bout de quelques jours, elle repasse sous cet état pentamère et elle perd donc tous les bienfaits qu'elle avait au départ. Donc il y a bien une sorte de lien entre ces différentes recherches, entre la structure de l'eau, la vitalité de l'eau, les bienfaits que l'eau peut nous apporter, les oligo-éléments qu'il va y avoir dedans, tout ça en fait, se mord la queue. Donc tout ça est uni au travers d'un tissu particulier en fait qui est la structure de l'eau en tant que telle. Et on pourrait dire que les secrets de l'eau, fondamentalement, c'est vraiment lié à la structure de l'eau et à la façon, en fait, eh bien, dont on va avoir des molécules, des liens, des organisations particulières au sein de l'eau qui viennent se former. Pour revenir aussi donc sur cet aspect de l'eau, il y a un autre paramètre qui est intéressant et dont je parle également dans le livre, c'est l'aspect des biophotons. Parce que d'une certaine manière, quand on mesure ce type de spectrométrie Raman laser, en fait, eh bien, on utilise des photons et on va avoir des réponses qui sont données justement par l'aspect en fait, eh bien, de l'eau, de ce tissu aqueux. Eh bien, inversement, en fait, eh bien, on a d'autres personnes qui se sont rendues compte que certains photons sur certaines longueurs d'onde pouvaient avoir une action précise en rapport avec l'eau. Et là, dans le livre, par exemple, je parle des recherches de Gudrun Dallavia, donc qui est une Italienne qui avait mis au point un appareil de mesure pour mesurer justement des biophotons. Donc Gudrun Dallavia a écrit un livre qui s'appelle La thérapie des eaux-lumière et elle explique qu'elle avait été sur la région de Lourdes, qu'elle avait commencé donc elle était en vacances et puis de façon anodine, elle était en train de faire des expériences avec son appareil et puis là en fait elle s'est rendue compte que son appareil donnait tout un tas d'informations erronées ou différentes de celles qu'elle avait habituellement, et elle s'est rendue compte que la région de Lourdes émettait principalement des biophotons sur une longueur d'onde qui venaient justement perturber ses résultats. Et à partir de là, elle s'est posé la question, mais est-ce que justement l'eau de Lourdes ne vient pas se charger de certains biophotons particuliers et que ces biophotons seraient responsables des bienfaits que l'eau peut nous apporter. Donc c'est vrai que cette recherche est assez intéressante et elle met en évidence en tout cas l'existence et l'impact des biophotons dans l'eau. Il y a d'autres chercheurs qui ont abordé ce sujet des biophotons. Dans le cadre du livre, je parle également d'autres chercheurs justement qui ont mis en évidence
des fréquences et des longueurs d'onde particulières de ces biophotons au sein de l'eau et montre en fait l'importance de ces biophotons qui pourraient agir pour revitaliser l'eau d'une part, mais aussi qui pourraient donner à l'eau en fait des qualités vitales et biologiques importantes pour notre santé. Au travers de tout ça, ça amène l'idée qu'il est possible, si en fait, eh bien, on ne travaille pas aujourd'hui sur les paramètres énergétiques et informationnels de la qualité de l'eau, il est possible de revitaliser l'eau sur ces domaines-là, sur ce sujet en fait énergétique et informationnel, et de redonner à l'eau des qualités qu'elle pourrait avoir perdues. Hein, d'ailleurs, les recherches en fait qui avaient été faites par Rodolphe Lavinet, par Marcel Violet et par tant d'autres personnes montrent en fait qu'on peut redonner à l'eau certains paramètres qui sont perdus. Ça ramène aussi cette idée de aujourd'hui, quelle eau avons-nous au robinet, quelle eau avons-nous à notre disposition? Et c'est là où on se rend compte qu'on perd petit à petit cette notion de qualité de l'eau parce que ce soit au niveau minéral, au niveau des oligo-éléments, eh bien on se retrouve souvent avec des eaux qui manquent un petit peu de diversité minérale et parfois qui se retrouvent avec certains oligo-éléments de façon trop chargée. Et quand on a une eau morte, c'est-à-dire une eau qui a perdu sa vitalité et qui est trop chargée en oligo-éléments, eh bien, elle ne permet pas d'assimiler ces oligo-éléments et elle va amener une certaine toxicité au niveau de l'organisme. On est obligé de se libérer, par exemple, d'un trop de calcium parce que, en fait, si on a trop de calcium, ça peut poser des problèmes au niveau des reins. On peut avoir des eaux qui sont trop riches en potassium et notamment, je pense, par exemple, à des eaux qui ont été adoucies. Il ne faut pas boire généralement les eaux qui sont avec des adoucisseurs, parce que dans ce cadre-là, vous allez avoir du sodium en quantité importante, et là pour les reins, c'est pas du tout bon, et pour la santé de façon générale. Et donc on va se retrouver comme ça avec un certain nombre d'éléments qui sont dans l'eau, qui ramènent à cette idée qu'il est important de filtrer l'eau à la sortie du robinet. Et ça peut être un premier élément. Le tout serait de savoir quelle est la qualité de l'eau que vous avez à la sortie de votre robinet. Si vous utilisez ces eaux en boisson ou si principalement vous utilisez d'autres eaux qui sont des eaux embouteillées, dans ce cadre-là, vous n'avez pas tout à fait les mêmes problèmes. Dans ce cadre-là, si vous consommez ces eaux embouteillées ou si vous les utilisez pour la cuisine ou autre, est-ce que vous les filtrez et par quoi vous les filtrez? Hein, et notamment, il faut savoir que pour le traitement de la pollution chimique par des polluants complexes, des molécules complexes, soit pharmaceutiques, soit autres, eh bien, il faut savoir que les traitements à charbon actif ou les systèmes de microfiltration permettent d'éliminer une grande partie de ces molécules. Donc, vous pouvez avoir déjà des résultats derrière ça. Cela dit, en fait, vient en deuxième lieu la notion de la qualité vivante et vitale de l'eau. Et nos recherches dans le cadre de Terre de Lice ont mis en évidence que si on améliore les paramètres vivants de l'eau, eh bien on améliore aussi leur qualité d'assimilation pour les oligo-éléments, mais aussi les qualités d'élimination des molécules chimiques complexes. Donc en dernier lieu, en fait, eh bien, par quel système en fait peut-on traiter l'eau et revitaliser l'eau? Alors c'est vrai que aujourd'hui, en fait, et je dois dire, j'ai fait pendant de nombreuses années des salons bio. Donc dans ces salons bio, en fait, eh bien, j'ai rencontré tout un tas de personnes. J'ai vu en fait des personnes qui utilisaient des systèmes avec des ondes de forme, avec tout un tas de choses, des fleurs de vie, des mots amour ou enfin des couleurs ou autres. Et je dois dire, en fait, ayant été en contact avec un certain nombre de chercheurs
euh, dont des personnes qui ont travaillé avec des appareils comme l'appareil Violet ou l'appareil de Rodolphe Lavinet, dont des personnes en fait qui ont travaillé dans des laboratoires de physique de l'eau, comme le professeur Lu ou d'autres personnes. Hein. J'ai rencontré en Russie, par exemple, pratiquement les plus grands scientifiques sur la recherche sur l'eau en Russie, et j'ai beaucoup échangé avec un ensemble de chercheurs, et tous arrivent à la conclusion que souvent les systèmes d'ondes de forme, de couleur ou autres ne sont largement pas suffisants et ne créent pas de modifications sur la structure de l'eau, ne permettent pas de redonner à l'eau ses paramètres vivants, ces paramètres de vitalité qu'on serait en bon droit de rechercher ou d'avoir. Et c'est là où, dans le cadre de Terre de Lys, en fait, eh bien, nous avons travaillé pendant de nombreuses années sur des concepts avec de la biocéramique, où on avait mis au point justement des céramiques pour revitaliser l'eau. Et puis les dernières recherches de mon père ont permis de mettre au point un système qui s'appelle le Quantis Drink. Alors il n'est pas présenté dans le livre Les secrets de l'eau. Hein. Si vous voulez avoir vraiment toutes les informations sur l'eau vivante, sur la vitalité de l'eau et sur la qualité de l'eau, je vous renvoie en fait au livre Les secrets de l'eau. Si en fait, eh bien, par contre, vous êtes intéressé par le revitaliseur d'eau, en fait, le plus simple qui soit, puisque ça a été un peu l'objectif de mon père de développer un produit en fait qui soit le plus simple possible, eh bien, il a développé ce système qui s'appelle le Quantis Drink. Je vais donner quelques explications, mais j'avais fait déjà une vidéo qui donnait, donc je vous renvoie peut-être sur cette vidéo pour avoir plus d'informations, mais je vais vous donner quand même quelques explications par rapport à ça. D'une part, en fait, vous avez des principes qui sont liés à la couleur, mais aussi vous avez des principes qui sont liés à des encres métalliques, puisqu'il faut savoir que ici, en fait, eh bien, ce sont des encres métalliques qui sont utilisées. Ces encres métalliques vont être déposées, en fait, en fines couches, et on va avoir des lignes qui sont les unes à côté des autres. Il y a une distance particulière qui a été mesurée, qui a été calculée entre ces encres métalliques, et comme on a des potentiels avec des métaux différents, vous avez en fait eh bien, ce qu'on appelle un effet électrostatique, c'est-à-dire que entre, par exemple, c'est le même principe que la pile, pour schématiser un peu les choses, entre le cuivre et le fer, vous allez avoir un potentiel, ce qu'on appelle en chimie un potentiel d'oxydoréduction qui va être différent et qui va induire en fait une sorte de champ électrique, de champ électrostatique qui va être entre ces différentes lignes. Et grâce à ce champ électrostatique en fait qui a été mesuré, qui a été calculé, qui a été développé en fait dans les laboratoires de fabrication, eh bien, ça a permis d'avoir un champ électrostatique qui va agir sur les molécules d'eau et qui va redonner à l'eau ses biophotons d'un côté et repermettre la structuration normale sous son état trimaire au niveau de l'eau. Il faut savoir que le produit du Quantis Drink a été validé en laboratoire par différentes recherches et par différentes approches, que tous les produits Terre de Lys en fait avaient été validés, pour certains même avec le laboratoire de physique de l'eau de Montpellier avec le professeur Lu. Et donc dans le livre d'ailleurs, vous avez les différentes recherches avec les courbes de spectrométrie Raman et puis d'autres recherches qui sont également présentées et qui viennent valider cette approche de revitalisation de l'eau. Donc le revitaliseur aujourd'hui le plus simple, c'est le système qu'on appelle le Quantis Drink en fait et qui vient dans la continuité de ces recherches et de ce secret de l'eau. Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour de la question. Si vous êtes intéressé donc par le Quantis Drink, vous pouvez aller sur le site internet www.my-geobiologia.com.
Sur le site internet, vous avez la présentation des produits. Il suffit d'aller dans le côté boutique, où vous faites défiler en fait et vous trouverez la présentation du Quantis Drink. Si vous êtes intéressé par les secrets de l'eau, vous pouvez aller sur le site www.alkemia.fr et trouver le livre et le commander. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre attention. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos questions sur geobiologia26@gmail.com, geobiologia26@gmail.com. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez interagir par rapport à l'eau. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois, sur ma chaîne Géobiologia, dans lequel je ferai d'autres présentations de mes activités ou de différentes approches sur la géobiologie, sur le bien-être, sur l'énergie des lieux et sur mes différentes recherches. À très bientôt.